C'est vrai, quand on parle de Saint-Bernard, il y a toujours un côté émotion. Je pense que pour tous ceux et celles qui ont été à Saint-Bernard, qui ont soutenu ce mouvement, il y a un côté émotion. Je pense à la fois sur la qualité des personnes qu'on a rencontrées à ce moment-là, et puis ce que ça a posé dans la société française. Enfin, en tout cas, pour moi, ça fait partie des moments dans ma vie militante, qui est déjà longue, des moments assez forts, et je pense que tous ceux et celles qui ont été à Saint-Bernard ont ressenti ça. Alors oui, à l'époque, j'étais responsable nationale de la fédération Sud-PTT, et d'ailleurs, on parle de Saint-Bernard, mais il faut rappeler que la ville de Saint-Bernard, elle a commencé à Saint-Ambroise. Et ça renvoie à ce que disait Gérard tout à l'heure sur la question des églises et du symbole des églises. Ça a commencé en mars, il y a eu Saint-Ambroise, il y a eu Gymnase Japy aussi, et puis il s'est trouvé que mon syndicat, la Fédération Sud-PTT, a hébergé pendant 2 ou 3 jours, je ne sais plus, j'ai même plus en tête si c'était 2 nuits ou 3 nuits, parce qu'ils étaient à la rue et qu'il n'y avait pas d'endroit à ce moment-là, et on a pris la responsabilité de les accueillir dans des conditions extrêmement difficiles, parce que vous imaginez bien qu'un local syndical, c'est pas forcément un lieu d'accueil facile pour ces hommes, ces femmes, ces enfants, et ça aussi, ça a marqué beaucoup les équipes militantes dans mon organisation syndicale. Alors, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il faut peut-être se rappeler, c'est que Saint-Bernard, c'est 1996, et donc c'est quelques mois après le mouvement social de décembre 95. Je ne dis pas qu'il y a un lien, mais quand même, c'est-à-dire que ça vient dans un contexte de mobilisation sociale qui a marqué fortement notre pays à ce moment-là. Et donc, je pense que ça a un lien aussi, enfin, pour en avoir discuté avec des responsables de ce mouvement, comme quelqu'un comme Abigail, par exemple, elle faisait parfaitement le lien entre le contexte social de ces mobilisations sociales et le fait qu'ils ont eu le courage de sortir au grand jour pour revendiquer. Je pense que c'est important de le rappeler. Ça a été dit, donc ce mouvement, il a d'abord mis en lumière et en visibilité ce qui était quelque chose de totalement occulté dans la société française, pour un certain nombre de raisons que je ne vais pas développer là, mais éventuellement on y reviendra, mais parce que ça a toujours une fonction de mettre dans l'ombre des gens qui ont une place importante dans le fonctionnement de la société. Et ça a toujours cette fonction, effectivement, malheureusement, d'utilisation de dumping social, parce que c'est de ça dont il s'agissait hier et c'est de ça dont il s'agit encore aujourd'hui. Alors, je pense que ce qui est aussi intéressant, c'est, ça a été un tout petit peu dit par l'introduction de Gérard tout à l'heure, mais je pense qu'il y a une tradition de lutte des immigrés et des sans-papiers dans notre pays. Sans remonter très loin, je ne suis pas historienne, mais je me rappelle, moi, pour ma génération, les foyers Sonacotra, c'était aussi une forme de lutte avec des grèves de la faim, avec des occupations de lieux. C'était aussi une forme de lutte qui était à la fois, qui avait un lien conflictuel avec le syndicalisme, hein, il faut bien le dire, mais et que heureusement il y a eu des forces syndicales qui ont été aussi dans le soutien à cette mobilisation des foyers Sonacotra dans les années 70, mais c'est aussi les luttes syndicales des OS, alors des ouvriers spécialisés, parce que OS maintenant, je crois que c'est un mot qu'on ne connaît plus trop, des usines automobiles, et y compris au début des années 80 à Citroën, avec là aussi sous un gouvernement socialiste, des difficultés importantes, hein, le Premier ministre de l'époque accusant les ouvriers de Citroën, les ouvriers grévistes, d'être manipulés par l'Iran, je caricature pas, hein. Et alors que c'était quand même Citroën, c'est là où il y avait un syndicat d'extrême droite encore au début des années 80, donc une lutte extrêmement dure. Bon. Donc tout ça pour dire que cette lutte de Saint-Bernard et des sans-papiers, elle s'inscrit quand même dans une tradition de lutte et de mobilisation des immigrés dans notre pays, et qui a toujours eu un rapport, je dirais, pas forcément naturel et évident avec le syndicalisme, pour le dire comme ça. Et là aussi, ça a été dit par Louis avant moi, mais y compris dans mon organisation à l'époque, quand on a accueilli les sans-papiers, c'est une décision qu'on a prise en urgence, parce que ils étaient à la rue, il fallait trouver une solution immédiatement. On n'a pas forcément pris le temps de consulter toutes les structures de Sud-PTT à cette époque-là, et il y a eu un certain nombre de questions, voire de questions un peu rudes, hein, pour dire, mais enfin, de quoi vous vous mêlez, pourquoi vous faites ça. Donc il y a eu besoin d'un travail d'explication important, et je pense qu'il a été salutaire d'ailleurs, parce que qui a permis sans doute de contribuer à développer la solidarité ensuite.
Cette lutte, je pense qu'elle a d'important aussi, c'est que les sans-papiers ont pris leurs affaires en main eux-mêmes. Et ça, je pense que c'est une dimension qui a été très forte dans cette lutte, qui a été leur force. Et on a établi un rapport de solidarité et de soutien qui n'a pas toujours été simple, hein, parce que parfois, il fallait discuter de façon un peu... parfois, c'était un peu conflictuel, il faut bien le dire, mais c'est normal, entre ce que les sans-papiers pensaient qu'ils devaient faire et ce que les soutiens, et en particulier les organisations syndicales, disaient, mais peut-être que, voilà, et il y avait toujours un moment, oui, mais c'est aux sans-papiers de décider, parce que, et nous avons respecté ça. Et je pense que c'est aussi ce qui a permis de donner de la confiance, notamment avec les organisations syndicales, comme la CGT ou SUPCT ou Solidaire qui ont été présents dans cette lutte. Je voudrais aussi souligner la place des femmes. Alors, on connaît, pour ceux et celles qui ont suivi cette lutte, la place de Madeleine, on la voit là, et au meeting qu'on a fait au mois de mars à la Bourse du Travail, Madeleine était là, et c'était très important. Mais au-delà de Madeleine, la place des femmes dans cette lutte a été extrêmement importante. Et quelqu'un disait à la Bourse du Travail au mois de mars que s'il n'y avait pas eu les femmes, les hommes n'auraient sans doute pas eu le courage de tenir. Et je pense que ça, c'est aussi important de le dire, parce que peut-être que ça peut changer un peu le regard qu'il y avait sur ces populations de la part de gens, de militants, etc., y compris en France, sur le fait que ces populations auraient pu peut-être avoir une vision archaïque des choses, etc. Et là, on avait des femmes qui ont été pleinement impliquées. Là aussi, je sais qu'il y a eu des discussions et des débats, et le fait qu'il y ait quelqu'un comme Madeleine qui soit porte-parole a été aussi un élément extrêmement important de cet aspect-là, je tenais à le souligner. Alors, peut-être pour pas être trop longue, je dirais que évidemment la question qui était posée, c'était celle de la liberté de circulation, celle de la liberté d'installation. C'est exactement celle qui est posée encore aujourd'hui, et je ne vais pas développer puisque ça sera fait ensuite dans une deuxième partie, mais c'est fondamentalement ce droit qui est inscrit effectivement dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui était en cause en 1996 et qui est toujours en cause aujourd'hui. Et pour vraiment conclure, je dirais que à ce moment-là, à cette époque-là, certains tentaient, comme ça a été dit aussi, d'utiliser les sans-papiers comme des boucs émissaires de difficultés sociales dans notre pays. Évidemment, aujourd'hui, on est complètement dans ça, et de façon aggravée. Et je dirais qu'il y a quand même un souci politique très fort, c'est-à-dire que effectivement, utiliser pour un gouvernement les boucs émissaires et faire reposer les questions sociales et la responsabilité des difficultés sociales sur une partie de la population, et une partie de la population la plus fragilisée, c'est un choix politique extrêmement grave, parce que c'est effectivement ce qui ouvre la voie et libère les vannes des choses les plus dramatiques et dangereuses dans une société. Alors, je pense que c'est sans doute de ça dont on reparlera, mais en tout état de cause, je pense qu'au moins la lutte de Saint-Bernard, elle montre que les choses, elles ne sont jamais jouées, et qu'il y a, même dans des périodes difficiles, parce que la lutte, elle a été longue quand même, hein. On parle de Saint-Bernard, c'était quelques semaines, mais la lutte, c'est plusieurs mois, avec des moments de découragement, avec des moments de répression, avec des moments difficiles, y compris où parfois certains se disaient qu'il vaut peut-être mieux, par exemple, de la régularisation au cas par cas, et jusqu'au bout, ils ont tenu sur une régularisation globale. Donc je pense qu'ils ont, du début à la fin, ils ont donné un sens politique à cette lutte, et je pense que c'est aussi ça qui a entraîné la solidarité et la mobilisation dans la société française.